I could figure out when I was 10, if I had a fairly long life, I was going to end up with a lot of money. Qu'est-ce que tu faisais lorsque tu avais 11 ans? Tu jouais sûrement aux jeux vidéo, tu jouais dehors avec tes amis ou tu faisais peut-être tes devoirs pour ne pas avoir d'heures de colle. Lui, c'est une toute autre histoire. Warren Buffett, à cet âge, a commencé à investir dans ses premières actions. Dès son plus jeune âge, il a tout fait pour devenir un businessman. Et dis-toi qu'à ses 13 ans, il disait à ses parents « À 30 ans, je serai millionnaire, sinon je me jetterai du plus haut immeuble de la ville ». Ce gamin a commencé à comprendre les règles de la finance et de l'investissement bien avant que la plupart d'entre nous ne sachent même ce qu'est une simple action en bourse. Une chose folle dans son histoire, c'est qu'il est parti de zéro et il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde avec une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars. Quel est son véritable secret et son histoire? Comment a-t-il fait? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc mettez-la en plein écran et restez attentifs. Warren Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha, dans l'état du Nebraska, aux États-Unis. Une région qui à l'époque était à la fois un foyer de fermiers et un centre du rêve américain. L'Amérique traversait une période de turbulence économique, où les rêves de certains se heurtaient à la dure réalité de l'époque. Mais pour un jeune Warren, c'est comme s'il possédait une boussole qui le guidait à travers cette tempête. Issu d'une famille de classe moyenne, son père Howard Buffett, courtier en bourse, était décrit comme calme, ambitieux et il était prêt à tout pour ses 3 enfants, car Warren avait aussi 2 sœurs. Un homme qui voyait déjà plus loin que l'horizon de sa ferme. Sa mère, Leila Stahl, au contraire, souffrait de problèmes de santé mentale. Elle avait un caractère très difficile et un comportement imprévisible. Warren a eu du mal à nouer des liens forts avec sa mère, donc en grandissant, il passait beaucoup plus de temps avec son père. Donc son père, il était courtier en bourse et à l'époque des courtiers, c'était des personnes physiques qui passaient leur journée au téléphone à négocier directement avec les clients et à gérer les transactions en mode manuel. Une ambiance complètement différente, un peu comme dans Le Loup de Wall Street pour ceux qui ont vu le film. Maintenant, tu peux investir quand tu veux avec ton téléphone ou ton ordinateur en te créant un compte en quelques minutes seulement. En grandissant, ce n'était pas un enfant comme les autres. Warren se distinguait par son envie de comprendre comment l'économie tourne. À 11 ans, il ne se contentait pas de jouer à cache-cache avec ses amis. Il vendait des chewing-gums, des Coca-Cola et même des journaux, comme un véritable petit entrepreneur dans un monde en plein redressement économique. Il avait déjà les yeux rivés sur l'avenir, voyant la richesse non pas comme un hasard, mais comme une évidence, comme un trésor enfoui dont il connaissait déjà l'emplacement exact, attendant simplement le bon moment pour le déterrer. Il avait une habitude, c'était de suivre son père au travail pour montrer à son père qu'il était capable de faire comme lui. À 11 ans, il achète donc ses premières actions de la City Service Company. 3 pour lui et 3 pour sa sœur Doris, d'une valeur unitaire de 38 $. En très peu de temps, ses actions chutent à 27 $ et ensuite peu après remontent à 40 $. Paniqué à l'idée de perdre tout son argent, il revend tout. Et là, il a fait une grosse erreur puisque quelques semaines plus tard, une unité de cette action vaut plus de 200 $, ce qui lui aurait permis de multiplier son investissement par 5. Mais du haut de ses 11 ans, de cette petite erreur, il en retire une leçon qui va le suivre toute sa vie. Plutôt que d'essayer d'acheter au meilleur prix et de revendre au meilleur prix rapidement, il préfère dès à présent acheter et conserver ses actions le plus longtemps possible. Un an plus tard, Howard Buffett, le père de Warren, a été élu au Congrès des États-Unis en 1942. À ce moment-là, Warren avait 12 ans. La famille a alors déménagé à Washington pour suivre Howard dans ses nouvelles responsabilités politiques. Peu après, Warren devient livreur de journaux et dites-vous qu'il a rempli sa première déclaration fiscale. Il a même pensé à inscrire la montre qu'il avait achetée et son vélo dans les frais professionnels pour optimiser ses impôts à seulement 13 ans. 2 ans plus tard, à 15 ans, il commence à devenir un vrai businessman. Il ouvre son premier business de livraison au Washington Post et dites-vous que cette activité lui rapporte jusqu'à 170 $ par mois, ce qui est énorme à l'époque puisque le salaire moyen est de 109 $. Donc Warren avait déjà compris beaucoup de choses. Dans la même période, grâce à ses revenus, il achète aussi 4 terrains agricoles pour 1200 $ qu'il va louer à des fermiers. 2 ans plus tard, à 17 ans, alors qu'il est en terminale, Warren décide de s'associer avec un ami pour lancer une petite affaire. Ils achètent un flipper d'occasion pour environ 25 $ et réfléchissent à la meilleure façon de le rentabiliser, dans un salon de coiffure pour occuper les enfants pendant que leurs parents se font couper les cheveux. Après quelques démarches, ils réussissent à convaincre un coiffeur de leur allouer un petit espace. Et rapidement, leur concept fait mouche. Voyant le succès, ils réinvestissent leurs bénéfices pour acheter 3 autres flippers qu'ils placent dans différents salons de coiffure de la ville. Leur petite entreprise commence à générer des revenus réguliers et solides et quelques mois plus tard, un ancien militaire séduit par le concept rachète leur petite société et la vente se conclut pour 1200 $. À peu près 1 an de salaire à l'époque, ce qui est une somme impressionnante, surtout pour 2 adolescents. À seulement 17 ans, Warren
possède un patrimoine personnel élevé à 5 000 $. Mais 5 000 $ de 1947 vaudraient environ 67 850 $ aujourd'hui, en tenant compte d'un taux moyen d'inflation annuelle de 3,4%. Et rien que ça nous montre qu'il est primordial d'investir. Arrêtez de laisser votre argent dormir sur votre compte. Au-delà d'une certaine somme, vous n'en avez pas besoin. Donc autant l'investir pour combattre l'inflation. Du haut de ses 17-18 ans, il aimerait vraiment continuer à développer ses business. Mais son père n'est pas du même avis, donc il va le forcer à intégrer la Wharton Business School. Mais il s'ennuie beaucoup, c'est un vrai businessman dans l'âme et pour lui les cours ne lui apprennent rien du tout. Et ensuite, quelques temps plus tard, il décide de revenir dans son Nebraska natal pour terminer son diplôme à l'université du Nebraska Lincoln, où il a obtenu une licence en économie à l'âge de 19 ans, là où Howard, son père, avait aussi étudié. Il termine sa licence après 3 ans et veut absolument intégrer la célèbre université Harvard. Mais ce fut un échec car il rejette sa candidature. Et oui, Harvard ont refusé l'homme qui est devenu l'un des plus riches au monde. Mais après avoir été rejeté, il faut maintenant qu'il trouve une autre école. Et en tombant sur l'annonce de Columbia Business School, il repère 2 noms de professeurs qu'il connaît très bien. David Dodd et Benjamin Graham. Très célèbres car ils ont écrit les mythiques livres Security Analysis et L'investisseur intelligent, que Warren avait déjà lu des dizaines de fois. Il décide donc d'intégrer Columbia et vous connaissez maintenant Warren, il se construit une très bonne réputation auprès de ses professeurs et à la fin de ses études, Warren veut absolument travailler pour Benjamin Graham qui est son idole. Il veut tellement travailler pour lui qu'il lui propose même de travailler gratuitement. Graham malheureusement refuse mais revient sur sa décision presque 3 ans plus tard. Il finit par le recruter comme analyste financier et aura pour mission de trouver des cigar butts. Cigar butts en français veut dire mégot de cigare. Pour Graham, un cigar butt c'est une entreprise sous-évaluée mais ayant un gros potentiel caché et où les actions se vendent à bas prix par rapport à la réelle valeur de la société. Quelque temps après avoir rejoint la société, Warren repère une chocolaterie nommée Rockwood. La compagnie est à 2 doigts de la faillite, pas du tout rentable et tout indique qu'il s'agit d'un investissement à éviter. Mais Warren repère un tout petit élément qui change absolument tout, qu'aucun autre investisseur n'avait vu. Rockwood possède une importante réserve de fèves de cacao séché. À l'époque, le cacao est une commodité très précieuse. La quantité est si importante que sa valeur dépasse celle de l'ensemble de l'entreprise sur le marché boursier. Pour Warren, cette découverte change absolument tout. Même si la chocolaterie elle-même est en difficulté, la valeur des fèves de cacao représente une marge de sécurité suffisante pour envisager un investissement maintenant. Et c'est à ce moment-là qu'il applique la 2e leçon cruciale de sa carrière, le calcul de la juste valeur. Warren calcule donc la valeur totale en cacao que la société possède et il le divise tout simplement par le nombre d'actions totales de l'entreprise disponible. Le résultat lui donne donc la valeur réelle d'une seule action de la chocolaterie. Et il réalise que cette action avait une valeur réelle bien supérieure à son prix d'échange sur le marché. Il décide alors d'investir plus de 75% de ses économies dans Rockwood, convaincu que cette opportunité était trop belle pour être ignorée. Quelques mois plus tard, les événements confirment son intuition. L'action passe de 36 $ à plus de 85 $. Il réalise donc un profit net de plus de 130 000 $ en seulement quelques semaines, ce qui évaut actuellement à plus de 150 000 $. C'est plutôt pas mal en quelques semaines. De base, l'objectif de Warren est de devenir l'associé de Benjamin Graham, son mentor et son modèle en investissement. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. En 1956, Graham décide de se retirer définitivement du monde de la finance. Il liquide totalement ses parts dans son fonds d'investissement et part profiter d'une retraite paisible sous les palmiers. Warren prend une grosse claque en plein visage. Ne sachant plus quoi faire, il prend quelques semaines plus tard un billet d'avion pour retourner dans sa ville natale. Du haut de ses 26 ans, il a déjà accumulé énormément de savoir et de compétences. Il décide donc de solliciter 10 membres de sa famille pour réunir 100 000 $ afin de lancer son premier fonds d'investissement qu'il nomme Buffett Associates Limited. Et pour trouver des entreprises rentables, il a une astuce bien à lui. Chaque jour, il épluche minutieusement le Pink Sheet. C'est un catalogue qui regroupe des compagnies ouvertes aux investisseurs. Et un jour, il tombe sur une compagnie intéressante aux premiers abords. National America Fire Insurance. Il s'agit d'une petite compagnie d'assurance située au Nebraska. Après une petite analyse, Warren réalise que les actions de cette société valent 100 $ unité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aux yeux
des actionnaires qui sont des simples fermiers, ses actions valent beaucoup moins. Il achète donc toutes les parts et bénéficie même de promotions de 50%, 60% et 70%. Après la revente des actions, il réalise un bénéfice de 100%, soit plus de 50 000 $. Mais malheureusement, après ça, il fait le plus mauvais coup de sa carrière qui lui vaut même sa réputation. Et pour lui, la réputation n'a pas de prix. Après avoir fait un carton plein avec la compagnie d'assurance, Warren repère une autre entreprise au Nebraska, Dempster Mill Manufacturing. Basée à Beatrice, une ville de moins de 10 000 habitants, sur le papier, c'est un pur cigar butt, comme dit bien Benjamin Graham. L'action de la boîte est cotée à un prix dérisoire de 18 $, alors qu'elle possède des actifs valant près de 72 $. Donc comme toujours, il en profite, il investit 20% du capital de sa firme et achète assez de parts pour prendre le contrôle total de la société. Mais pour remonter la société, pour la rendre profitable, étant donné qu'il n'y connaît absolument rien à ce secteur, il embauche Harry Bottle, un expert en restructuration de société. Il va faire totalement le ménage. Des centaines de personnes licenciées, la fermeture de 5 agences jugées inutiles, la liquidation de certains stocks et financièrement, c'est bingo. Dempster génère enfin du cash et Warren revend la société avec un énorme bénéfice. Mais dans la petite ville de Beatrice, c'est la douche froide. Beaucoup de gens perdent leur emploi, ce qui augmente le taux de chômage. Les familles se retrouvent en galère et Buffett se retrouve catalogué dans la petite ville d'à peine 10 000 habitants comme le mec qui vire tout le monde juste pour encaisser de l'argent. Résultat, sa réputation prend un coup, même s'il prend un profit de plus de 2 millions de $. Et il ne fera plus jamais ce genre d'opération coup de poing. C'est ce qui va l'amener peu à peu à se tourner vers les investissements de qualité à très long terme, où il n'a pas besoin de tout chambouler pour faire fructifier son capital. Un an plus tard, en 1962, Warren achète ses premières actions dans l'entreprise qui deviendra sa poule aux odeurs, Berkshire Hathaway. Aujourd'hui, c'est une compagnie d'investissement extrêmement rentable, mais ça n'a pas toujours été le cas. En 1962, quand il s'y intéresse, Berkshire est une entreprise de textile en pleine chute libre. C'est un véritable cigar butt et c'est pour ça qu'il a décidé d'investir dessus. Mais ça va être compliqué pour lui car Seabury Stanton essaie de le rouler. Warren se laisse guider par son ego et il surenchérit. Il grappille chaque action jusqu'en 1965 où il réussit à prendre le contrôle de Berkshire. Mais en fait, il se rend compte qu'il n'a pas fait une si bonne affaire et a dépensé beaucoup trop d'argent pour la valeur réelle de la société. Il fait donc appel à son bon ami maintenant qui est Charlie Munger. Il décide de s'associer et de sauver l'entreprise. Pour faire du cash rapidement, il rachète des sociétés qui génèrent des revenus réguliers comme les compagnies d'assurance. Berkshire devient peu à peu un gros fonds d'investissement qui investit dans de nombreuses entreprises. En 1985, il décide de fermer totalement la branche textile qui ne rapporte plus rien du tout. Donc je vous rappelle que Berkshire est à la base une société de textile. Maintenant, ils vont se concentrer uniquement sur leurs activités d'investissement. Ils investissent maintenant sur des entreprises très célèbres comme American Express, Coca-Cola, Gillette et Apple beaucoup plus tard. Bien sûr que ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais c'est ceux qui lui ont fait générer des milliards de dollars et qui ont le plus marqué l'histoire de Warren Buffett. Et bien sûr qui illustrent sa stratégie miser gros sur des marques dominantes et des business solides, puis garder les actions le plus longtemps possible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 3 célèbres phrases de Warren Buffett. Notez-les quelque part car ce sont des phrases surpuissantes qu'il faut garder en tête. Et je vais vous dire pourquoi ce sont mes phrases préférées. Soyez craintifs lorsque les autres sont avides et avide lorsque les autres sont craintifs. J'ai choisi cette phrase parce qu'elle me rappelle l'importance de ne pas suivre aveuglément la foule. C'est un excellent moyen de se souvenir que les meilleures opportunités apparaissent souvent quand tout le monde panique. On l'a vu très récemment sur le marché des cryptos, lorsque le Bitcoin était à 20 000 $, tout le monde paniquait. Et moi personnellement, j'ai investi dessus et je vous ai aussi partagé tous mes investissements. Il y en a qui m'ont suivi, mais d'autres qui étaient aveuglés par la foule, qui faisaient donc partie des perdants et n'ont pas su saisir l'opportunité. Il faut 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour la détruire. J'ai choisi cette phrase parce qu'elle rappelle que la confiance et la crédibilité sont longues à établir et peuvent se briser très rapidement. C'est un rappel puissant de rester intègre et de prendre chaque décision avec prudence pour préserver sa réputation. Et cette phrase-là, c'est ma préférée. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous finirez par travailler jusqu'à la fin de votre vie. En fait, ça illustre parfaitement l'idée de construire des revenus passifs. Elle met l'accent sur le fait de faire travailler son argent
l'argent plutôt que de continuer à échanger son temps contre de l'argent et ça toute sa vie. C'est pour ça que je continuerai à investir dans les actions, dans l'immobilier pour que mes revenus passifs me permettent de générer énormément d'argent et ça sans rien faire. Dites-moi maintenant ce que vous avez pensé de l'histoire que je vous ai racontée. Est-ce que vous pensez que Warren Buffett est-il un génie inné de l'investissement ou l'exemple parfait qu'on peut accomplir de grandes choses avec une bonne stratégie et un plan clair alors qu'on est comme tout le monde au final? En fait, ce qui m'impressionne vraiment, c'est sa stratégie d'investissement qui est vraiment plutôt simple et ça prouve que ça sert à rien d'avoir une stratégie très compliquée avec des centaines d'indicateurs, mais avoir confiance en soi, avoir confiance en ses compétences, c'est le plus important. Et surtout de ne pas se satisfaire de ce qu'on a, car il aurait très bien pu faire comme celui qui voyait comme son mentor Benjamin Graham, prendre sa retraite sous les palmiers, mais il a décidé de continuer. Et aujourd'hui, il constitue un patrimoine de plus de 120 milliards de dollars. Et c'est devenu l'un des hommes les plus respectés et puissants de ce monde, alors qu'il est né dans un petit village rempli de fermes autour. Si jamais tu souhaites aller plus loin en trading, plus loin en investissement, je t'invite à cliquer sur le premier lien que tu vas voir dans la description juste en dessous. Là-bas, je vous partage mes investissements, mes analyses, ce que je fais au quotidien pour gagner de l'argent sur le marché. C'était Inter, mettez votre meilleur pouce bleu et on se dit à la prochaine.